on va se concentrer sur une sensation. Ce sera les sensations à ce niveau-là. Vous voyez? L'empreinte des anges, là, je ne sais plus comment on appelle. Cette petite fossette ici. Voilà. On fait l'exercice? Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir. Et je vous demande de focaliser votre attention sur cette petite zone, juste entre les narines et la lèvre supérieure. Observez les sensations sur cette petite zone. Dès qu'une pensée survient, recentrez le plus vite possible votre attention sur cette petite zone. Sans étiqueter, sans analyser les sensations que vous percevez. Juste ressentir. Restez quelques instants dans cette pure conscience des sensations dans cette petite zone. Chaque fois qu'une pensée refait surface, prenez-en conscience et revenez simplement sur cette petite zone, autant de fois que nécessaire. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous s'est rendu compte à quel point c'est difficile de rester concentré sur cette zone. C'est tout à fait normal, hein. Le mental, il a été entraîné pendant toutes ces années. C'est comme un muscle hypertrophié. On est dans un fitness, ça tombe bien. Mais il y a un autre muscle qu'il faudrait un petit peu réentraîner, c'est la pleine conscience. Ce n'est pas un muscle, on est d'accord, hein. C'est vraiment pour l'image. Mais il est atrophié, ce muscle de la pleine conscience. Parce qu'on a perdu cette habitude de ressentir, d'observer sans l'interférence du mental. Vous voyez? Mais on peut rééquilibrer tout ça. La pleine conscience, ça s'entraîne. Vous pouvez vous entraîner sur cette petite zone pour affûter votre capacité à vous concentrer en pleine conscience. C'est un exercice de méditation parmi tant d'autres. Dans la méthode complète de Vipassana, on s'entraîne d'abord sur cette petite zone. À chaque début de pratique, on vient ici pendant quelques minutes pour affûter l'esprit, l'éclaircir, on pourrait dire, dissiper les brumes du mental, pour après aller dans le corps
avec un esprit vif, un esprit clair, et ressentir les sensations qui s'y trouvent, partout. On n'occulte aucune zone. Selon la théorie du Bouddha, à chaque sensation est associée une réaction. Ils appellent ça les shankaras, les réactions conditionnées qui sont cause de souffrance. Alors avec cette technique de balayage corporel, en pleine conscience, on s'entraîne à ressentir les sensations sans réagir mentalement. Et si on s'entraîne à ne pas réagir, alors on purifie notre subconscient de toutes ces réactions conditionnées qui nous maintiennent esclaves des phénomènes auxquels on va réagir. On est comme des prisonniers, des machines qui sont programmées à réagir en fonction des stimuli. Si on n'a pas purifié notre subconscient, on est cet automate qui réagit de manière automatique. C'est ce qu'avait remarqué le Bouddha, et pour lui, cet homme-machine, c'est normal qu'il souffre. Parce qu'il est toujours dans l'attraction et la répulsion. Il est toujours dans l'attachement à ce qui est agréable et le rejet de ce qui est désagréable. Et le Bouddha avait compris que dans le monde, une des grandes lois, c'est l'impermanence. Tout change, tout le temps. Donc forcément, si je m'attache à quelque chose, je vais le perdre à un moment donné, donc je vais souffrir. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, je ne vais pas pouvoir le maintenir à distance indéfiniment. Si j'ai peur de la mort, je ne vais pas pouvoir y échapper. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas qui peut survenir. Donc si on se maintient au niveau des réactions mentales, on se condamne à souffrir constamment. Même dans l'attachement aux choses qu'on apprécie, on a peur de les perdre. Vous voyez ? Il y a une personne qui a plein d'argent, il est content de son argent, mais il s'y attache parce qu'il a peur de le perdre. Et un jour ou l'autre, il risque d'avoir un peu moins d'argent ou d'avoir des ombres à l'horizon qui vont l'inquiéter et il va souffrir. Vous voyez ? Donc qu'on soit attaché à l'agréable ou qu'on rejette le désagréable, on souffre. Et avec la pleine conscience, on réapprend à se libérer de cette tendance compulsive à réagir aux sensations. Voilà, donc ça c'est pour l'enseignement du Bouddha, il est très simple, et très pragmatique, très concret. Et maintenant, pour le dernier exercice, on va expérimenter la technique de Ramana Maharshi. Elle est un peu plus abstraite parce qu'on observe directement l'activité de l'esprit. On n'est pas dans les sensations du corps. Les sensations, c'est grossier, on les ressent bien. Mais l'esprit, c'est plus évanescent, c'est plus subtil. Ça demande un peu plus de vigilance. Je vous demande à chaque fois de fermer les yeux parce que c'est plus facile quand on n'est pas rompu à l'art de la méditation. Mais dans l'absolu, il n'y a pas besoin de fermer les yeux, on est d'accord. Vous pouvez vous observer vous-même avec les yeux ouverts. Mais là, pour l'aspect pédagogique de l'expérience, c'est mieux de les fermer. Alors je vous invite à les fermer. Voilà, et maintenant dans une grande vigilance, une grande attention, observez, soyez attentifs à la prochaine pensée qui va surgir dans votre esprit. Comme le chat devant le trou de souris, à l'affût, attentif. Quelle va être la prochaine pensée ? Quelle va être la prochaine pensée ? Observez attentivement. Est-ce que je fais juste ? Ça, c'est une pensée. Observez la prochaine pensée. Quand est-ce que ça va bien pouvoir finir ? C'est une pensée. Observez la prochaine pensée. J'ai mal au dos. C'est une pensée. Observez la prochaine pensée. Prenez conscience du penseur. Prenez conscience de cet observateur que vous êtes. Qui est-ce qui observe ?
Prenez conscience de la zone à partir de laquelle vous observez. Observez l'activité du mental. Observez-vous vous-même en tant que conscience. Dès qu'une pensée survient, prenez-en conscience et posez-vous la question, qui est-ce qui pense? Et observez. Regardez à partir d'où vous regardez. Vous êtes au cœur de vous-même en tant que conscience, comme le soleil qui s'observe lui-même quelque part. Posez-vous la question, qui suis-je? Et observez. Cherchez le penseur. Cela demande une grande vigilance. Être attentif. Constamment se replacer dans l'observation, car le mental nous absorbe dans la pensée. Vous pouvez réouvrir les yeux. Pas facile, hein? C'est normal, c'est un entraînement. C'est une pratique. La pratique est simple, mais elle est difficile, comme je le disais, hein, puisqu'il y a le mental. C'est le mental simplement qui rend la pratique difficile. Parce qu'il nous sort à chaque fois, il nous dévie de cet axe du milieu. 2 secondes dans la pleine conscience. Vous êtes le chat qui observe la souris. Elle n'est pas encore arrivée, la souris. Vous êtes dans un intervalle de pleine conscience. 2 secondes. Ces 2 secondes, elles ont un puissant impact sur vous. Ces 2 secondes magiques. La pleine conscience, quand vous y êtes vraiment, c'est très très puissant. Donc ça vaut la peine de faire l'effort. C'est un effort qui est souvent ingrat, qui est souvent, pas ingrat, mais chiant. En fait, c'est difficile. Ouais. Il y a quelque chose en nous qui peut même rager des fois. Ah, je n'y arrive pas. Ok. On observe cette part de nous qui rage. Sans la réprimer. Hein. La pleine conscience, ce n'est pas la répression. S'il y a une partie de nous qui juge cette part de nous qui rage, alors on l'observe aussi. Vous voyez, c'est toujours ce glissement dont je parlais. Hein. Mais comme ça, en faisant cet effort chaque fois de se réaligner dans le juste milieu, on génère des petits intervalles de pleine conscience. Même des fois une fraction de seconde. Mais sur une demi-heure, on va les aligner. On en aura plusieurs de ces fractions de seconde.
Donc sur une demi-heure d'exercice de pleine conscience, on aura peut-être fait 30 secondes de véritable pleine conscience. C'est peu hein, sur une demi-heure, mais c'est énorme le bénéfice qu'on peut en retirer. La perfection, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans la dynamique qui nous y mène à ce résultat. Parfait. Donc l'effort que vous faites pour vous réaligner sur le juste milieu, vous êtes en train de perdre l'équilibre sur votre fil, hop, vous vous réalignez. Quelques fractions de seconde, pleine conscience, vous êtes sur le fil, dans le juste milieu. Cet effort que vous avez fait, il est très bénéfique. C'est celui-là qui vous fait progresser. C'est celui-là qui vous entraîne à être un maître dans l'équilibre. L'important, ce n'est pas de chuter, c'est de se relever, comme les petits-enfants quand ils apprennent à marcher. Si vous attendez à être parfait dans la pleine conscience, à faire une demi-heure de pleine conscience, sans aucune pensée, sans aucune identification pensée, vous allez être déçu et vous allez arrêter. Donc je préfère autant vous prévenir que c'est impossible. En tout cas au début, pendant plusieurs années, à moins que vous soyez surdoué à ce niveau-là, ce sera difficile. Donc ce n'est pas important. N'ayez pas peur de l'échec à ce niveau-là. Entraînez-vous dans le juste positionnement intérieur. Ce qu'on veut, c'est pratiquer juste. Ce n'est pas être parfait dans la pleine conscience. C'est de faire cet effort de réalignement. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est un effort de lâcher prise. Si on ne fait pas cet effort, alors on chute tout seul. Ça, il n'y a pas d'effort à faire pour être pris par le mental, ça se fait tout seul. Donc il y a bien un effort à faire pour se réaligner. Et c'est par cet effort que vous remusclez ce muscle de la pleine conscience. Et là, on est dans le « connais-toi toi-même », qui est écrit sur le temple de Delphes. C'est un temple dédié à Apollon, dans la Grèce antique. Il y a écrit sur ce fronton du temple, il y a écrit « connais-toi toi-même ». Et bien, c'est ce qu'on fait quand on fait cette méditation. On s'observe, on observe le penseur, on apprend à connaître notre fonctionnement. Qui suis-je? La réponse, elle n'est pas mentale, c'est un état de conscience. Même ce qu'on appelle Dieu, pour moi, ce n'est pas un être avec une barbe comme ça, c'est un état de conscience. Un état de conscience pur, absolu, une vacuité. Il n'y a rien d'autre que cette lumière qui resplendit d'elle-même. C'est comme ça que le décrivent les sages qui ont atteint cette connaissance métaphysique, cet état de transcendance. Ça, c'est un des résultats qui peut être atteint qui peut être obtenu par la pratique de la pleine conscience. Mais sans arriver jusque-là, ces états de béatitude absolue, il y a ça dont on peut déjà bénéficier. C'est déjà pas mal pour notre vie de tous les jours. La méditation, pour moi, c'est très conciliable avec notre mode de vie occidental. On peut tout à fait l'intégrer. On vit mieux, tout simplement. On n'a pas besoin de devenir un ascète, un mystique qui va dans sa grotte et puis qui fait que ça. Si c'est une vocation, on peut le faire. Mais ça doit être une vocation. Ça ne doit pas être une lubie mentale. L'ascétisme doit être une vocation, sinon on se fait du mal. Voilà. Bon, ça a duré beaucoup plus long que prévu. Je suis navré pour les questions, mais moi j'ai le temps, si on peut prendre encore quelques minutes. Alors s'il y a des gens qui doivent vraiment partir, j'avais prévu la fin à 9h30, donc allez-y sans autre. Vous ne vous sentez pas obligé de rester si vous avez un rendez-vous ou si vous êtes fatigué. Par contre pour les autres, alors je suis volontiers à votre écoute si vous avez des questions ou des partages d'expériences aussi que vous avez vécu durant cette soirée. Oui. Pour le dernier exercice qu'on a fait, le but c'est vraiment d'observer la prochaine pensée, puis on continue. Ouais. Et puis juste observer, puis laisser venir la suivante. Ouais. Être attentif. Juste être dans cette observation, un peu avec curiosité. Qu'est-ce qui va venir? Puis tu observes vraiment cette zone ici. Moi je le fais comme ça dans ma pratique en tout cas. J'observe le penseur, et le penseur il est là, il n'est pas dans le bas-ventre, en tout cas chez moi.
Sans connotation grivoise. Je ne pensais pas du tout à ça. Chez certaines personnes, il peut être là. Ouais. On observe cette zone, on est très attentif à l'activité du penseur. J'appelle aussi le petit moi, on peut l'appeler l'ego. Les pensées, elles tournent ici à ce niveau-là. Mais c'est comme si nous, on est un point très petit au centre de la tête, puis que ces pensées, elles gravitent un petit peu dans cette zone-là. Et puis on peut toujours en prendre conscience. Mais des fois, c'est très subtil. Moi, des fois, j'ai l'impression que la pensée, elle vient de derrière. Quoi. Ça peut varier. Hein. L'image que j'ai, c'est que c'est comme si j'étais à 0 cm de moi-même, en fait. Je suis vraiment au premier plan de l'observation. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la pensée, c'est comme si c'était autour de moi, périphérique. C'est un peu, bon après c'est personnel en fait, hein, là je le décris avec mes mots, mais c'est vraiment une observation, et puis ça doit être vraiment très vigilant, parce que comme je le disais, on peut vite glisser dans la pensée. Vous l'avez sûrement remarqué en expérimentant ce petit exercice, on peut vite juger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste? Il suffit d'en prendre conscience pour se remettre dans le juste positionnement. Mais ça dure un millième de seconde des fois, puis hop, on repart. Puis on en prend conscience, puis on revient, une fraction de seconde, puis on repart. C'est un jeu en fait. Ouais. L'activité mentale, elle est incessante. Surtout au début. Après, avec la pratique, on entre dans ces intervalles de plus en plus longs. Mais dès qu'on se dit « je suis dans l'intervalle », on n'y est plus. Hein? Dès qu'il y a une prise de conscience qu'on est dans la pleine conscience, on n'y est plus. La pleine conscience ne peut pas s'observer. Jésus, il assimilait pour moi la pleine conscience au royaume de Dieu. Il disait « le royaume de Dieu ne se laisse pas observer. On ne peut pas dire « il est ici » ou « il est là ». C'est la phrase telle quelle de l'Évangile. Hein. Le royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Pour moi, le royaume de Dieu, c'est cette lumière immanente, éternelle, qui est notre essence. Puisque quand on en fait l'expérience, on est dans cette paix profonde. Et dans l'Évangile, il est écrit « Le royaume de Dieu n'est pas autre chose que la paix, la joie et la justice. » Et ça, on peut le vivre. Et il est aussi dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Hein. Donc, quand on est en pleine conscience, on a l'impression d'être au centre de soi-même. Donc, toutes ces choses-là deviennent des réalités. Dieu n'est pas quelque chose, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous. On peut l'expérimenter de façon... non, on ne peut pas l'expérimenter, puisqu'on ne peut pas l'observer. Mais on peut le réaliser. Vous voyez, c'est des nuances. Donc, quand on est dans cet intervalle, où il n'y a personne pour observer ce qui se passe, quelque part, on est dans cette vacuité, alors là, on y est. Mais la pensée a vite fait de nous en sortir. Pas de nous en sortir, parce qu'on ne peut pas en sortir. On ne peut pas être extérieur à cette pleine conscience, puisqu'elle est tout. Mais par contre, on peut s'illusionner, on peut l'ignorer, on peut mettre un voile par-dessus. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On ne peut pas en sortir, puis c'est ce que nous sommes. On ne peut pas être extérieur à Dieu, sinon ça voudrait dire que Dieu n'est pas infini, puis qu'il y a autre chose. Alors à ce moment-là, ce n'est pas Dieu, suivant ce qu'en disent les traditions. Si Dieu est absolu, on ne peut pas limiter l'absolu pour en sortir. Donc on est Dieu, on est la pleine conscience, on est le pur esprit, peu importe le nom qu'on va mettre dessus. Et c'est par la pleine conscience qu'on réalise cet état-là. Voilà. Ça répond à la question? Moi j'ai une question. Quand on est en pleine conscience et puis qu'on observe une sensation ou une émotion, puis qu'on l'observe, puis qu'on commence à la questionner, donc quel est le stimuli ou est-ce que là on sort de la pleine conscience? Oui, absolument. Dès que tu questionnes, tu es dans le mental. Après le mental, la question elle peut t'aider à te remettre dans le juste. Si par exemple tu te poses la question « qui suis-je » comme on l'a fait dans l'exercice, cette question, elle est bonne parce qu'elle nous replace. Ramana Maharshi dit que c'est la question qui va annuler toutes les autres. Parce qu'une fois qu'on a posé la question, on se remet dedans, on observe, et puis ça annihile le mental. Mais effectivement, si tu es sur une sensation, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation? Tu n'es plus dans la pleine conscience. Comme une émotion, par exemple, qu'est-ce qui provoque cette émotion? Alors là, on doit seulement l'observer. La pleine conscience, ce n'est pas la psychothérapie. La psychothérapie ou la psychanalyse, ça, on est dans le domaine de la psychologie, on va chercher la cause d'une émotion, d'un traumatisme. La pleine conscience, on ne s'intéresse pas à la cause. Ce n'est pas de la psychanalyse.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme dans la psychanalyse, on peut arriver à une catharsis. Mais c'est par un chemin différent. Mais effectivement, du moment où tu te poses une question, toute forme de pensée nous sort de la pleine conscience. Tu peux en faire une généralité, hein. Même pour une question, une bonne question. Même pour une douleur, on sort de la pleine conscience. Non, si tu l'observes en pleine conscience, t'es dedans. Mais si tu te dis cette douleur est désagréable, je la veux pas, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour me la faire passer? Si tu penses à un antidouleur à ce moment-là, ou n'importe quelle pensée qui va traverser l'esprit en réaction à cette douleur, tu n'es plus dans la pleine conscience et tu génères une forme de souffrance. Oui? Ce qui n'est pas évident, c'est dans la vie de tous les jours, c'est que vous vous trouvez dans une situation, par exemple à la caisse d'un grand magasin, vous avez quelqu'un qui vous passe devant, qui passe devant vous, quoi, c'était votre tour. Vous avez une émotion qui vous dit, vous êtes dans l'émotionnel, que vous dites ah quel con celui-là, il n'a pas encore passé devant. Vous dites oui, il faudrait peut-être que je prenne de la distance par rapport à ça, et que je me dise voilà, ça doit être comme ça, puis voilà. Oui. Mais je trouve que là, c'est pas toujours évident de se maîtriser. Alors le fait de se dire ça devrait être comme ça, c'est déjà créer une forme de dualité, de conflit contre soi-même, parce qu'on refuse ce qu'on est à ce moment-là. L'émotion, on ne devrait pas la juger. C'est vrai que si on a de la colère puis qu'on insulte l'autre, notre conscience morale, le petit ange, il va dire c'est pas bien, tu devrais pas. Puis il est sympa ce petit ange parce qu'il veut pas laisser aller ses émotions et puis faire du mal aux autres. Hein? C'est un bon. Il est bon, il est dans le bien. Mais le bien et le mal sont des réalités qui s'opposent au même niveau. Hein? On n'est pas dans la pleine conscience. On est toujours dans la dualité. Et le petit diable et le petit ange. Mais le petit ange, il va refuser le petit diable, il va s'opposer à lui. Le petit diable, il va s'opposer au petit ange. Puis il y a ce conflit à l'intérieur de soi. Donc là, pour l'exemple que tu cites, le truc c'est de... Je vais citer la phrase de Douglas Harding qui résume bien en fait là où je veux en venir. Il disait que le secret du remède à nos problèmes, typiquement je ne devrais pas juger, etc., j'ai une réaction disproportionnée, machin, ça c'est un problème. Le secret du remède à nos problèmes, c'est d'observer pour qui c'est un problème. Donc, tu observes le penseur. Prends un peu de recul sur toi-même, puis tu observes cette part de toi qui réagit. Mais à partir de là, hein, pas à partir de là. Souviens-toi, la lumière du soleil, de l'esprit que tu es, elle projette sa lumière tant sur le bien que sur le mal, tant sur le petit ange que le petit diable. Donc si tu te dis à ce moment-là, je ne devrais pas, puis que tu contrôles, accueille ce petit ange aussi, tu vois. Ne sois pas en lutte contre le petit ange non plus. Nous ne sommes pas en lutte contre le petit diable non plus, en fait. Hein? Ces parts de nous-mêmes, elles ont le droit d'être accueillies inconditionnellement. Et c'est justement quand on arrête d'être en lutte contre cette part de nous qui contrôle, qu'on la transcende. Parce que si je lutte contre la part de moi qui contrôle, je suis précisément celui qui contrôle. Hein? Quand je lutte contre l'ego, quand je veux m'en débarrasser parce qu'il ne devrait pas être là, parce qu'il y a des émotions désagréables, parce qu'il y a des choses immorales qui me traversent, des pensées perverses, peu importe, si je me dis ça ne devrait pas être là, quelque part je suis toujours en proie à ce contrôleur, contre lequel je lutte. C'est le serpent qui se mord la queue en fait. Donc ça implique vraiment d'observer avec attention ce qui se passe dans notre psyché. La lutte entre le petit ange, le petit diable, toute l'activité du mental, on l'enveloppe d'amour, de ce regard d'amour de la pleine conscience. Au supermarché, c'est chaud de le faire. Hein. Parce qu'il y a l'autre qui te passe devant puis qui te nargue encore. Hein. Puis toi, tu es en train de... Ouais, il faut que j'accueille. Et tout. Il en rajoute une couche. Donc, par contre, souvenez-vous qu'en entraînant la pleine conscience chez vous dans la tranquillité, vous allez récolter les bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il y a la stabilité émotionnelle. Vous vous souvenez, l'amygdale, elle est moins excitable. Donc le gars, quand il te passe devant à la caisse, si tu as fait la pleine conscience, tu t'es entraîné jour après jour, tu auras plus de marge intérieure. Ce sera plus facile de ne pas te laisser emporter par le penseur.
Hein? Ou par tes émotions qui te submergent et puis tu l'engueules. Tu auras plus de marge intérieure. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va pratiquer la pleine conscience en amont pour que la vie soit plus facile en aval. Hein? Quand on est vraiment confronté aux autres, dans le tumulte de la vie quotidienne, ben là, on sera content d'avoir fait notre pratique en amont. On va récolter les fruits à ce moment-là. On aura plus de marge intérieure. On sera plus stable émotionnellement. Alors, ça dure pas, c'est pas parce qu'on a fait 1 heure le lundi qu'un mois après, on a toujours cette marge intérieure. Il faut l'alimenter parce que le mental, c'est lui qui sabre, qui nivelle notre marge intérieure. Hein? Chaque fois qu'on est dans le mental, on baisse notre marge intérieure. Donc on est de nouveau après plus vulnérable, plus excitable, plus névrosé, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. S'entraîner, pratiquer. Jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne une seconde nature, qui est en fait notre vraie nature, et qu'on puisse le perdre le moins possible, cet état de pleine conscience. Et du coup, là, vraiment, alors tu as une marge intérieure, tu es blindé, quoi. Puis tu deviens un sage. Parce que tu es dans le bonheur partout, en fait. C'est ce dont ils témoignent. Hein. Les sages témoignent de ça. On n'est plus à la merci des choses extérieures. On ne donne plus le pouvoir à l'extérieur. On est maître de soi. Oui. Si on nous apprenait ça depuis l'enfance... Ah bah ça serait fantastique. Ah ben oui. Mais on le sait quand on n'a pas conscience. Il faudrait éviter aux enfants qui perdent cet état. Ouais. Plutôt que leur apprendre. Puis, non, en fait, ils le vivent de façon innée. Ouais. Tu voulais poser une question, Daniel? Oui, non, mais par rapport à ça, je voulais rebondir justement. Quand les enfants, les petits-enfants, ils ont l'immense chance de pouvoir être complètement naturels. Et s'ils ont une colère, ils vont la sortir. Ouais. Et ils vont la sortir, ils vont la poser. Et puis après, ils vont, par exemple, s'il y a un petit copain qui leur a piqué leur jouet, ils vont être très en colère, ils vont manifester, ils vont crier. Et puis après, c'est bon, c'est passé. Pour autant, ils seront toujours très copains avec les petits copains en question. Et puis, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui est plus que nous. On a été formatés, programmés par notre éducation pour alors là, on ne peut pas commencer de s'engueuler et puis faire des choses à la tête. La rancœur, elle reste parce qu'on n'a pas vécu l'émotion. Et puis, non, mais quand même. Et puis, en fait, ça nous ronge. Et puis, d'arriver, On parle de digestion au niveau des émotions. Hein. Ouais. Absolument, oui. Un enfant, il vit son émotion. Bon, jusqu'à un certain âge. Après, il va la projeter sur le petit copain, puis ça, c'est pas ça non plus. Il faut lui apprendre à vivre son émotion sans la projeter. Mais avant que son mental soit trop formé, c'est vrai, les enfants, ils vivent l'émotion avec eux-mêmes. Et puis, ils la digèrent. On parle de digestion au niveau des émotions. Et quand on reste dans la rancœur, pourquoi un enfant, il arrive à passer à autre chose très rapidement? C'est parce qu'il a complètement digéré son émotion. Il l'a vécu, elle s'est écoulée. Hein? Si, par contre, quand son senseur intérieur est suffisamment formé, il réprime son émotion, et bien là, il va rester dans la rancœur. Ça va devenir un enfant taciturne, renfermé sur lui-même. Hein? On voit des fois ces petits-enfants qui, tout d'un coup, ils ont passé un certain âge et puis ils ont changé. Ils sont tout renfermés sur eux-mêmes. Ça, c'est parce que les émotions ont commencé d'être bloquées. Quand une émotion elle est bloquée, elle génère un ensemble de stimuli. Les stimuli viennent aussi de l'intérieur. Une émotion bloquée, ça génère des stimuli qui vont générer des perceptions, des sensations et des réactions. Donc toutes ces émotions bloquées, elles vont conditionner notre mental. Et puis on va réagir à ce niveau-là, avec des pensées négatives, etc. Puis on génère de la souffrance. Ça vient des stimuli qui sont générés par nos émotions bloquées. C'est pour ça qu'il faut sortir ces émotions. Il faut se libérer de ces blessures de l'enfant. C'est important. Oui. Est-ce que le fait de dire des mantras ou de faire des choses répétitives pour nourrir le mental, pour justement ressentir les ce qu'il y a dans le corps, est-ce que c'est utile pour ce genre de pleine conscience ou bien pas du tout? Oui, ça peut être utile parce que tu affûtes l'esprit, tu développes sa capacité de concentration en te focalisant sur un mantra. Mais tu peux le faire directement comme on l'a fait sur cette zone-là. Hein. Ça revient au même, la finalité est la même. Et le fait de, par exemple, moi qui ai un mental très très fort, le fait de dire des choses, je trouve que c'est plus... On s'accroche plus que de se focaliser sur une partie du corps. Tu peux essayer. Là, ça part dans tous les sens. Mais si tu verras si tu arrives à lâcher le mental. À un moment donné, si tu veux entrer dans le corps, dans les sensations,
Tu verras si tu arrives avec cette technique-là. Il faut l'expérimenter, tu vois. Si tu as récité un mantra, si tu récites tout le temps ton mantra, et puis que du coup, tu as besoin de ce mantra pour focaliser ton attention, pour rester concentré, puis quand tu lâches le mantra pour venir dans la sensation, tu es complètement perdu, puis les pensées elles refont surface, ça ne marchera pas, ça ne te sera pas utile. Tu vois. À ce moment-là, il vaut mieux t'entraîner directement sur le cours. Et puis, moi, je ne serais pas pour le fait de faire un deal avec le mental en lui disant « Écoute, je te donne un petit peu ton os à ronger. » Il veut t'avoir comme ça. Hein. Il veut t'avoir. Il faut faire attention. Hein. Ça peut t'arranger quelque part hein, de rester dans le mental. Ça peut être une solution de facilité parce que tu n'as pas vraiment envie de ce manque de stimulation, ce vide. C'est pas forcément le cas, mais... C'est difficile de lâcher quand on a fonctionné avec. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, ces zones-là, en fait, sont assez pratiques, en fait, parce qu'elles sont petites. C'est pas comme si je te demandais de ressentir le troisième métatarse. C'est vraiment... c'est assez proche en plus de l'esprit. Donc, c'est des zones qu'on arrive... Tu peux ressentir le bout du nez, tu peux ressentir le lobe de l'oreille. Tu peux t'entraîner sur des parties du corps, ou même sur le bout des doigts. C'est bien, parce que là, tu es vraiment dans la sensation. Ça évite de nourrir le mental. Moi, je préconiserais plutôt ça. Après, je pense qu'il y a des êtres qui ont atteint l'éveil en récitant des mantras. Hein. Il n'y a pas qu'un seul chemin, quoi. Mais ça peut être un piège, attention. Oui. Pour revenir au cas du supermarché, typiquement la réaction à avoir sur le moment, c'est quoi? Exploser ou bien se connecter à sa tête et puis on va repasser l'émotion? Il faudrait réagir comment? Bon, alors, l'émotion, il faut savoir que le corps, il a une sagesse innée. L'émotion, ça fait partie du corps, ça fait partie de l'énergétique, on va dire. Et quand il n'y a pas de répression au niveau mental, l'émotion, elle s'écoule, naturellement. Elle va trouver son chemin. Le corps a cette sagesse. Hein. Donc, si tu parviens à être dans la pleine conscience, mais c'est sport hein, sur le moment, et puis que tu observes le penseur qui a tendance à juger l'émotion, puis que tu le neutralises, alors l'émotion, elle va s'écouler parce qu'il n'y a plus de censeur, il n'y a plus de répression. Tu vois ? Sans que tu aies besoin de bouger. Hein. Tu peux être dans l'immobilité. L'émotion, elle va trouver son chemin. Tu peux faire comme le petit enfant. Ça, c'est sport aussi. Hein. Tu peux péter un câble au supermarché, mais sans t'en prendre à l'autre. Mais... Et puis, accueillir celui qui va se trouver con. Ça, c'est... Là, tu te mets une barre là. Hein. Là, c'est sport, ouais. C'est plus facile de rester avec soi-même et puis vraiment d'être attentif. Il y a différentes façons en fait de vivre l'émotion. Je viens tout de suite après. Hein. Je vais juste encore pour la parenthèse. Dans la gestion des émotions, il y a 3 façons de gérer l'émotion. Parmi les 3, il y en a 2 qui sont mauvaises, puis il y en a une qui est bonne. Alors les 2 qui sont mauvaises, la première c'est la répression. Hein, on contrôle tout, on ne veut pas que ça se voit, on ne veut pas qu'il y ait de débordement. Parce que dans l'émotion, on perd ses repères, hein, on est vulnérable, on se met à nu, on montre notre vérité. Et puis, pour un homme, pleurer, par exemple, voilà, c'est la faiblesse, la vulnérabilité, c'est pas bien, un homme il doit être fort, la femme, ça sera plutôt la colère. Ça dépend, il y a des hystériques aussi. Hein. Elles aiment bien. Il y a des hommes qui pleurent aussi. Mais en principe, on n'aime pas trop les émotions, parce qu'elles nous font perdre nos références. Sauf qu'on est dans un milieu familial où là, les autres nous ont déjà vus, donc on n'a plus peur, puis on se laisse aller. La deuxième façon qui est mauvaise, c'est de projeter les émotions sur les autres. Elle n'est pas très mauvaise pour soi, cette façon de gérer les émotions, puisqu'on la sort. En principe, les gens qui pètent des plombs et qui font du mal aux autres, ils se portent comme des charmes. Ah, ils vont bien. Puis il y a ceux qui vivent avec, ils sont malades par contre. Parce qu'ils prennent tout sur eux, puis eux, ils doivent se réprimer, parce que sinon, c'est la violence. Donc ça, c'est une mauvaise façon de gérer les émotions, pas pour soi, mais pour les autres, parce qu'on leur fait du mal. Après, il y a la 3e façon de gérer l'émotion, qui est bonne, c'est la pleine conscience. Qu'on soit dans les gestes ou pas, l'émotion, comme elle n'est pas entravée par le censeur, par le répresseur intérieur, par le mental, elle va s'écouler. Elle va se dissiper. En fait, il n'y a que le mental qui n'aime pas les émotions. Notre pleine conscience, elle peut même prendre du plaisir dans l'émotion. Parce que pour elle, il n'y a pas de référence de bien ou de mal. Puis quand une émotion elle est vécue librement,
ben c'est bon. Si on se laisse aller dans la tristesse, si on pleure à chaudes larmes, c'est bon de pleurer. Ça circule, il y a une énergie. Mais si on pense au déclencheur de notre tristesse, puis qu'on s'interdit de pleurer, en plus de ça, alors là, c'est désagréable. Mais si on lâche prise, et puis qu'on ressent, puis qu'on laisse aller l'émotion, c'est bon. Ça fait du bien. Vous voyez ? Donc il n'y a pas à avoir peur des émotions, en fait. C'est juste le mental qui a peur de l'émotion. L'émotion, comme je dis souvent, on a peur qu'elle nous submerge quand on rentre dedans. Mais elle ne va jamais nous submerger si on est en pleine conscience. Parce qu'on est en unité avec cette émotion. Puis on se laisse couler à travers elle. Comment est-ce que l'eau pourrait se noyer elle-même ? L'émotion, c'est de l'eau. Si on est l'eau, si on est avec l'eau, si on est l'eau elle-même, dans cette pleine conscience d'être l'émotion, on ne peut pas se noyer. Par contre, on peut se noyer si on se débat, si on refuse l'émotion, si on contrôle. C'est ce que j'ai vécu avec ma crise d'angoisse. J'étais en lutte, c'est pour ça que ça m'a submergé. Si j'avais lâché, bon, c'est difficile parce qu'on a peur de l'inconnu. Ça répond à la question ? Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas ? Ouais, en fait, on est connecté avec soi-même, avec cette pleine conscience, mais finalement, est-ce qu'on reste connecté avec les autres ? Parce que finalement, nos émotions, elles sont plus gérées de la même manière. Comment ça se passe ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, tu n'es pas connecté avec les autres quand tu réprimes ton émotion. Mais si tu laisses vivre ton émotion, puis que tu es en paix, alors ton cœur il s'ouvre. Puis tu es naturellement connecté aux autres. C'est le mental qui fait barrage, qui met un voile entre soi-même et les autres, où on va projeter notre réalité sur les autres. Si tu es en pleine conscience, comme je disais au tout début de la conférence, ton âme elle va s'épanouir. Et puis le fruit de l'esprit va se manifester. L'empathie, la compassion, la bienveillance, l'écoute bienveillante, toutes ces choses-là, c'est le fruit de l'esprit. C'est des conséquences de cet alignement sur le juste milieu où tu es en pleine conscience. C'est ton état naturel qui va émerger, et puis c'est un état d'unité. Donc naturellement, tu vas être connecté aux autres. Et pour ça, il faut vivre les émotions. Si on les bloque, c'est justement là qu'on va mettre un voile, qu'on va mettre une barrière. Tu comprends ? Mais là, c'est un peu tout beau, tout joli. C'est comme si toutes les âmes qu'on avait, que tous, on est tous gentils en soi, et puis que quand on se connecte à soi-même, on est de toute façon bienveillant, gentil avec tout le monde. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui, je sais pas, si on prend un psychopathe, s'il fait de la pleine conscience, il ne va pas être bienveillant tout à coup. Il ne la fera pas, la pleine conscience. Non, il ne pensera pas à ça, lui. Il ne pensera pas à se mettre en pleine conscience. Ou alors, s'il le fait, c'est parce qu'il a entendu que si tu fais de la pleine conscience, tu as des pouvoirs. Mais il ne le fera pas pour s'apaiser. Ouais. C'est un psychotique, le serial killer. Le psychotique, je ne pense pas à ces choses-là. Malheureusement, à moins qu'il soit dans un cadre, et puis qu'on le guide là-dedans, qu'on l'aide, peut-être qu'il peut vivre la pleine conscience. Mais il doit être encadré vraiment par un thérapeute. On dit que la pleine conscience est contre-indiquée pour les psychotiques. Et c'est ce qui s'était dit. Maintenant, il y a des avis inverses, en fait. J'avais pris la documentation, je pourrais vous montrer là-dessus si ça vous intéresse. Enfin, le serial killer, il peut devenir bon parce qu'il a la lumière en lui. Il est le pur esprit aussi. Donc tout le monde a cette étincelle. Moi, je suis très rousseauiste. Je pense que l'homme naît bon, il a cette lumière en lui. Mais c'est la société qui le corrompt, en fonction des blessures qu'on va avoir, des choses qu'on nous aura dit. Le serial killer, il n'est pas né serial killer, pour moi. Il a peut-être hérité de mémoires qui auront créé une tendance, un terrain fertile à une forme de psychose. Ou alors, il aura été face à un environnement extérieur qui aura été très répressif, humiliant. Et puis, sa structure mentale, par mécanisme de défense, elle aura mis en place le réflexe psychotique pour se dissocier de la réalité qui est trop difficile. C'est comme le névrosé, en fait. On met en place une névrose parce qu'on souhaite échapper à quelque chose d'inconfortable qu'on a vécu dans l'enfance. On fait tout pour essayer éviter de le revivre. Le psychopathe, pour moi, c'est la même chose. Il essaye d'échapper à quelque chose qui est ingérable, qui, lorsqu'il le ressent, le met dans un état d'inconfort terrible. Et puis, il va
il va faire des choses pour étouffer ça en fait. Hein? Il va avoir des pulsions de meurtre. Au moment où il est là-dedans, ça le calme. Hein? Ça lui provoque un bien-être qui lui permet d'échapper à son mal-être. C'est fou, hein? Mais bon, c'est un mécanisme de défense. Ouais. Juste une question par rapport à l'enfance. Sachant que le petit enfant, il a moins ce nuage qui le voile, la méditation de pleine conscience, quelque part, elle n'est pas adaptée pour lui, ou à partir de quel âge elle serait adaptée, puisqu'il faut une méditation quelque part adaptée à un enfant? C'est une bonne question. Moi, j'ai écrit un livre de méditation pour les enfants. Alors, madame, elle disait, la question... Je peux reformuler, excuse-moi Daniel, comme ça on va entendre avec le micro. C'est vrai, j'aurais dû chaque fois reformuler les questions parce qu'après, avec la caméra, je pense qu'on n'entendra pas les questions. Moi, je les écrirai par la suite. Donc, madame demandait si la méditation de pleine conscience est adaptée pour les enfants, étant donné qu'eux, naturellement, ils vivent la pleine conscience. C'est ça? Si oui, à partir de quel âge? Ouais. Et puis, si c'est une forme adaptée? Moi, je dirais que dès que le mental commence vraiment de prendre le dessus, on le remarque chez les enfants, on commence à réprimer leurs émotions, par exemple, on commence à les projeter sur les autres. Alors là, c'est qu'il y a le mental qui intervient. Ben à ce moment-là, on peut leur faire pratiquer la pleine conscience. Mais jusque-là, moi, je serais très prudent parce que le mental de l'enfant qui est en formation, il a besoin d'être stimulé harmonieusement. Puis la pleine conscience, il n'y a plus de stimulation, donc on entrave un peu le développement du mental. Mais ce développement du mental, on peut le stimuler harmonieusement avec des exercices de méditation où on va le faire intervenir par l'imaginaire, typiquement. C'est ce que j'ai fait dans le livre et l'album que j'ai créé. On fait entrer l'enfant dans un monde imaginaire, féerique, par exemple, et puis, en stimulant son imaginaire, on le fait ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc on mêle les deux, en fait. On mêle la pleine conscience tout en stimulant le mental, et l'avantage, c'est que c'est aussi ludique pour l'enfant. Parce que tu vas faire l'exercice qu'on a fait là, à un enfant de 6 ans, je ne pense pas qu'il tient longtemps, quoi. Donc ça, l'avantage de faire stimuler le mental, c'est que pour lui, c'est ludique, il s'amuse. Et puis du coup, on joint l'utile à l'agréable. Voilà. J'ai une question. Un enfant mais qui joue dans son monde imaginaire, comme ils ont beaucoup et tout, inconsciemment, il le fait. Oui. Un enfant qui joue... Je peux répéter moi-même, comme ça. Donc madame dit qu'un enfant qui joue dans son imaginaire, hein, la petite fille avec les poupées, l'enfant avec les Lego, les figurines, petites voitures, en fait, il est absorbé dans l'imaginaire, dans la pleine conscience. C'est pas de la pleine conscience, en fait. Il est dans le mental. Il est en état d'hypnose par son propre mental. Il est dissocié. L'enfant, vous lui parlez, il n'entend rien hein, quand il est dans cet état-là. Donc il n'est pas pleinement conscient. Mais ça ne fait rien. Parce que l'enfant, justement, il a besoin aussi d'être dans cet imaginaire. Il a besoin de rêver, il a besoin de s'amuser, il a besoin de jouer. Donc, pour moi, il n'y a pas un enfant qui est tranquille, qui joue comme ça. Il n'y a pas de raison de s'en inquiéter, en fait, de vouloir le sortir de là, quoi. Le mental a besoin d'être stimulé aussi. Et quand l'enfant joue, il est bien stimulé. Il n'a pas des pensées perverses à ce moment-là. Il ne pense pas à tuer quelqu'un ou à faire du mal. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. Oui. Est-ce qu'il n'y a aucune contre-indication à la pleine conscience au niveau des maladies psychiques? J'avais entendu que certaines maladies... La psychose, typiquement. Mais justement, moi je serais tenté, après il faut vérifier, mais de par mon ressenti, je serais tenté de dire que du moment où le malade mental, il a la capacité de se mettre en pleine conscience et de le vivre de façon juste, ça peut que lui faire du bien. Ouais. Je mets ça entre guillemets, entre parenthèses, à vérifier. Vous allez voir sur Internet, contre-indication pleine conscience, vous allez avoir des informations. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez parlé de tout ce qui était fibromyalgie, Spasmophilie. Spasmophilie aussi. Quel est un petit peu le lien aujourd'hui, enfin pourquoi ça a été abordé aujourd'hui, en tout cas lors de la présentation que vous avez faite? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une amélioration qui peut aussi être faite grâce à la méditation de pleine conscience? Tout le monde a entendu la question?
Madame demande pourquoi la fibromyalgie, la spasmophilie, ça a été abordé durant cette conférence. Et est-ce que la pleine conscience peut résoudre les problèmes à ce niveau-là? C'est juste? Bon, j'en ai parlé parce que je l'ai vécu. Et la réponse, oui, la méditation en pleine conscience peut régler le problème. Parce qu'il va y avoir c'est sur l'autre charte, il va y avoir une catharsis. Oh, c'est pas celui-là. Il faudra que je baisse le son dans l'enregistrement parce que ça va... Quand on est en pleine conscience, il y a une catharsis. Donc, la nature, ça c'est une question intéressante. La médecine d'Hippocrate, il y a deux piliers. Vis medicatrix naturae, il y en a plusieurs, mais en tout cas il y en a deux importants. Vis medicatrix naturae, la nature est guérisseuse, elle s'auto-guérit, plus justement dit. Et puis, deuxième pilier, primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Quand on ne nuit pas à l'énergie, à l'intelligence de l'âme, elle s'auto-guérit. Donc quand on fait de la pleine conscience, on supprime tous les facteurs de nuisance au niveau mental. Puis Dieu sait si c'est les principaux. 90% des maladies, je ne sais pas si c'est... Là aussi c'est en parenthèse. Il me semble que j'avais lu que 90% des maladies sont psychosomatiques. À vérifier. Donc ça veut dire que le mental, il est responsable de la plupart des maladies. Le corps, il encaisse énormément, mais il a beaucoup de mal à encaisser des facteurs de nuisance qui sont créés constamment par le mental. Au bout d'un moment, il tombe malade. Donc, on sait que je voulais en venir. La nature est guérisseuse, elle s'auto-guérit du moment où on arrête de nuire. Et les principaux facteurs de nuisance sont ici. Donc quand on médite en pleine conscience, on arrête d'entraver ce mouvement naturel de l'énergie vitale qui tend à l'équilibre, qui tend à s'auto-guérir, à auto-guérir le corps. Donc les énergies bloquées qui sont responsables de la spasmophilie, de la fibromyalgie, ce n'est pas toujours les causes, c'est pas des causes systématiques, mais chez beaucoup de personnes, c'est les énergies bloquées. Eh bien en fait, il y aura ce retour à l'équilibre. Les énergies vont se remettre en mouvement, parce que c'est le propre de la nature que de travailler à atteindre l'harmonie. Donc ça va libérer. Ouais. Ça répond à la question? Les énergies bloquées ne sont pas les seules causes de la fibromyalgie et de la spasmophilie. Il semblerait qu'il y a les métaux lourds aussi qui peuvent influencer. Donc là, la pleine conscience, je ne sais pas si dans l'absolu, la force vitale est suffisante pour aller déloger les métaux lourds. Ça, je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas en parler. Mais si c'est une intoxication aux métaux lourds, on peut s'aider aussi de la force vitale des plantes, etc. Oui? Par rapport aux bienfaits que ça peut apporter dans ce genre de maladie, si on arrête de faire de la méditation pour X raisons pendant plusieurs mois ou comme ça, est-ce qu'on va retomber malade ou est-ce qu'il y a un bienfait qui va quand même durer? Oui. Donc, Madame demande si, dans ce type de maladie comme la fibromyalgie, la spasmophilie, le fait de pratiquer la pleine conscience va procurer des bienfaits. Si on arrête la pleine conscience, est-ce que la maladie va revenir? C'est ça, Si on a vraiment supprimé la cause, qui étaient les énergies bloquées par exemple, si ces énergies se sont débloquées, ça n'a pas de raison de revenir. Par contre, si on ne pratique plus la pleine conscience, puis qu'on recrée des schémas répressifs, on va rebloquer des énergies dans le corps. Puis du coup, si on a des fragilités à ce niveau-là, nos symptômes vont se manifester par la fibromyalgie, la spasmophilie de nouveau, parce qu'on a une fragilité, et puis le blocage, il vient sous cette forme-là. Donc, Jésus, après avoir guéri quelqu'un, il disait « va et ne pêche plus ». Donc, va et arrête surtout ne reproduis pas les mêmes erreurs qui t'ont fait venir à moi avec ta maladie. Sinon, je vais devoir te guérir, quoi. C'est un peu ça. Oui? Je peux juste dire quelque chose par rapport à ça. En fait, je pense que ça se révèle de soi-même, parce que quand on pratique la méditation de pleine conscience, au bout d'un moment, on se sent tellement mieux parce qu'on le pratique que tu n'as juste pas envie d'arrêter. Donc la question, elle se pose même pas. Si tu le pratiques assez longtemps, moi, si j'ai des journées où je ne le fais pas, je sens que j'en ai besoin. Je sens que je me sens... il y a quelque chose qui me manque. Ouais. Donc, c'est juste. Ouais, ouais. Je crois que ça se résout tout seul, en fait. Ouais, je peux en témoigner aussi. Et il faut faire assez longtemps pour arriver à ça.
juste reformuler pour qu'on puisse t'entendre sur on comprendre ce que tu as dit sur l'enregistrement. Effectivement, quand on est habitué à la pleine conscience, ça nous fait tellement de bien en fait qu'on a envie de continuer cette pratique. On n'a pas envie de l'arrêter. Et si au contraire on l'arrête, ben là on voit que le mal-être revient beaucoup plus facilement. Mais ça c'est vrai que on garde cette pratique quand on l'a pratiquée déjà depuis un moment. Si c'est juste un effet de nouveauté et puis qu'on veut se stimuler par curiosité, on risque de l'abandonner assez vite. Ouais. Mais non, quand on en a fait pendant un bon moment, ça devient une drogue, mais une bonne drogue. Oui. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là. S'il y a... De rien. Merci à vous pour votre intérêt, pour votre écoute.